Bonjour à tous. Alors, non, je m'apprêtais à lancer le débat, mais je vois que l'une de nos participantes n'est pas encore tout à fait prête. Tout va bien. Bien, je crois que cette fois on y est. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Virginie Ballet, je suis journaliste au service Société de Libération. Donc on va parler ensemble maintenant de l'aspect plus judiciaire de ces violences faites aux femmes. On a beaucoup discuté ce matin du côté politique, mais c'est évident et on l'a souligné à plusieurs reprises, la politique n'est pas un milieu imperméable à la société. Donc on va maintenant parler de l'aspect judiciaire et notamment plus précisément de est-ce qu'il faut changer la loi en matière de violences sexuelles et sexistes. Donc pour aborder ce sujet, j'ai autour de moi le plaisir d'accueillir donc Laetitia Avia, qui est députée de Paris, déléguée nationale de La République En Marche. Bonjour, merci d'être parmi nous. Marie Dosé, vous êtes avocate pénaliste à Paris. Bonjour, merci d'être parmi nous. Guillaume Balas, vous êtes eurodéputé Génération. Rita Malouf, qui est secrétaire nationale du PS en charge des droits des femmes et vice-présidente du Parti socialiste européen Femmes. Bonjour. Marie-Noëlle Bas, vice-présidente d'Élus contre les violences faites aux femmes et présidente des chiennes de garde. Et Cécilia Koch-Kor, membre du bureau national de l'UNEF. Donc pour nous donner quelques éléments concrets de réflexion et lancer un petit peu cette discussion, d'abord je tiens à souligner que ce débat d'aujourd'hui s'inscrit donc presque un mois jour pour jour avant la présentation de la future loi de Marlène Schiappa, le secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et donc cette future loi donc, se penchera sur trois grands axes donc, qui sont l'augmentation du délai de prescription en matière de viol commis sur les mineurs, donc en sachant que ça concernait en 2016 8000 mineurs, soit la moitié des viols déclarés en France, donc c'est quand même pas rien. L'instauration d'une barrière d'âge, donc un seuil de, enfin disons une présomption de non-consentement. Oui, et le troisième axe de travail donc, de ce projet de loi, c'est la question du harcèlement de rue et notamment de l'instauration d'un délit d'outrage sexiste. Voilà, donc si je pense qu'on va donner la parole pour commencer à Marie Dosé, vous êtes avocate pénaliste, donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette nécessité ou non de faire évoluer la loi en matière de violences sexuelles et sexistes en France ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de commencer par moi, parce que ma réponse est non, en fait, il ne faut pas changer la loi. Expliquez-nous. Donc voilà, comme introduction, ça va être un peu compliqué. Non, est-ce qu'il faut céder à cette frénésie législative ou y résister? Est-ce qu'il faut changer la loi avant qu'elle ne s'applique? Parce que nous en sommes tout de même là, et j'y reviendrai. Est-ce que les parlementaires ont tous des actions chez Dalloz? Est-ce que je dois acheter un code pénal tous les ans, qui tous les 3 mois est de toute façon obsolète? La réponse est non. Premier point, donc l'outrage sexiste. Alors, outrage sexiste ou harcèlement de rue. Mais finalement, on laisse tomber le mot harcèlement parce qu'on nous explique que le harcèlement, et c'est vrai, c'est une multiplicité d'actes. Là, l'outrage sexiste, c'est un seul acte. Alors l'outrage sexiste, l'annonce au départ m'a un peu surprise. Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, nous a indiqué que ce serait un délit sanctionné par une contravention. Donc j'avais cru comprendre, moi, que les délits contraventionnels avaient été abolis par le nouveau code pénal. Finalement, c'est un nouveau délit contraventionnel ou c'est une contravention délictuelle. On n'a pas encore très bien compris. Je crois surtout que dans le langage, on a du mal à mettre à côté du mot outrage sexiste le mot contravention, parce que ça n'apparaît pas assez grave. Donc on en fait effectivement une infraction délictuelle sanctionnée par une contravention dans le cadre d'un flagrant délit qui serait constaté par une police de sécurité du quotidien chargée des verbalisations. Et là, j'ai un peu peur. Cette dénomination donc, harcèlement de rue non. J'ai repris les déclarations de Madame Schiappa. Le harcèlement de rue, c'est la zone grise entre la séduction consentie et l'agression sexuelle.
Je peux vous assurer que les policiers, même très bien formés, même cette nouvelle police de sécurité du quotidien chargée des verbalisations, va avoir énormément de mal à constater en flagrant délit cette zone grise entre la séduction consentie et l'agression sexuelle. Autre définition qui nous a été donnée, ce sont des comportements qui portent atteinte à l'estime de soi et au droit à la sécurité. J'ai entendu quelques exemples, le fait de suivre une femme dans la rue, un commentaire désobligeant sur son physique ou bloquer le passage d'une personne très sincèrement. Je suis avocat pénaliste, donc je suis à peu près 3 fois par semaine en chambre des comparutions immédiates. Je sais ce qu'est la difficulté pour chacun des policiers sur le terrain de constater une infraction en flagrant délit. Comment voulez-vous que cet outrage sexiste puisse être verbalisé et constaté? Et d'ailleurs, parce que c'est une contravention, on ne pourra pas débattre de sa matérialité. C'est-à-dire que, au même titre que brûler un feu rouge, il faudra verbaliser point et on ne pourra pas contester cet outrage. Pourtant, c'est un outrage sexiste et c'est donc extrêmement diffamant. Voilà, je pense qu'on ne peut pas tout judiciariser. Je pense aussi que, à défaut d'éduquer, on veut absolument réprimer et sanctionner. Je fais juste un petit rappel sur ce premier point. On a oublié la loi du 27 janvier 2017 parce qu'on n'a pas encore eu le temps de l'appliquer. Elle n'est pas arrivée devant les tribunaux correctionnels que tout de suite un nouveau délit, une nouvelle contravention, une nouvelle infraction s'impose à nous. Mais cet article 132-77 du Code pénal qui fait du sexisme une circonstance aggravante est désormais applicable. Il n'a pas eu le temps d'être appliqué. Nous en sommes déjà à tourner cette page-là et à ouvrir une autre page. Sur la création d'une présomption de non-consentement d'un mineur, comme toujours, une émotion, une loi. La genèse de cette présomption, c'est la décision d'une cour d'assises d'acquitter un accusé. C'est le choix d'un parquet de Pontoise, je crois, de poursuivre des faits. De mots. De mots. Non, je parle d'autre chose. Ouais. C'est la part de Pontoise, de poursuivre des faits sous la qualification d'atteinte sexuelle. Je rappelle tout de même la législation actuelle, l'article 227-25 du Code pénal, exercer sans violence, sans contrainte, sans menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne mineure de 15 ans. Je rappelle, s'agissant des agressions sexuelles dans le sens large du terme, c'est-à-dire celles qui englobent les viols et les autres agressions sexuelles, l'article 222-22-1 du Code pénal, c'est une loi de 2010. La contrainte prévue par l'article 222-22 peut être physique ou morale. La contrainte morale peut résulter de la différence d'âge existant entre une victime mineure et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime. Je rappelle encore et toujours la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation depuis 2005. L'état de contrainte ou de surprise résulte du très jeune âge de la victime. Cette jurisprudence découle tout simplement de la loi de 2010 et malgré tout cela, il faut donc instaurer une présomption de non-consentement d'un mineur de 13 ans. Je redoute au vu de ce que j'ai pu lire et étudier que cette présomption envisagée soit une présomption irréfragable et non une présomption simple. La présomption simple, c'est déjà le renversement de la charge de la preuve. La présomption irréfragable, c'est celle qui permet de ne plus jamais apporter la preuve contraire des faits allégués. C'est-à-dire que l'accusé se voit tout simplement refuser le droit de rapporter la preuve de son innocence. C'est ça la présomption irréfragable. J'ai lu avec effroi une proposition de loi du 6 décembre 2017 qui souhaitait ajouter un article 222-23-1 au Code pénal. Tout acte de pénétration sexuelle commis sur une personne de moins de 15 ans est un viol, point. Tout acte de pénétration sur une personne de moins de 18 ans par personne ayant autorité est un viol, point. Les mineurs de 15 ans et plus peuvent consentir à des actes sexuels avec un mineur s'il existe 2 ans ou moins de 2 ans d'écart entre les deux, points. C'est-à-dire que là, on est dans la défiance totale. La déclaration de culpabilité, elle se fait à l'issue d'une garde à vue au commissariat. Plus la peine d'aller devant les juridictions de jugement, autant les désengorger ainsi et laisser seulement au magistrat le choix de la peine. Cette présomption irréfragable, on le sait depuis toujours, c'est l'anéantissement du principe de la présomption d'innocence. J'entends certaines associations de victimes nous expliquer que la présomption d'innocence, dans ce qui est dit, dans ce qui résonne, est déjà une atteinte à leur souffrance et à leur douleur, mais c'est avant tout le garde-fou essentiel et fondamental contre une justice arbitraire. J'en termine enfin avec l'allongement sur la prescription en matière de violence sexuelle. Je rappelle encore une fois qu'il y a une réforme en janvier 2017, à peine un an. La genèse de cette réforme, encore une fois, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des Femmes a mis en place une mission de consensus
sur les délais de prescription applicables aux crimes sexuels sur les mineurs. Cette prescription d'une infraction, c'est tout de même à noter, parce que c'est intéressant, on ne confie pas, ce n'est pas la garde des Sceaux qui décide de cette commission, c'est la ministre des Familles, c'est-à-dire qu'on parle là de la prescription d'un crime et on estime que la compétence, c'est la ministre des Familles et non la garde des Sceaux, ce qui est déjà problématique. Et de surcroît, en guise de neutralité, on confie la présidence de cette mission à une personne qui affirme avoir été violée et ne pas avoir pu agir pénalement puisque les faits étaient prescrits. Excusez-moi, je suis d'abord juriste et auxiliaire de justice avant d'être avocat, notamment des accusés, mais là il y a une véritable difficulté. Et bien évidemment, aux surprises, on a conclu à l'allongement de cette prescription de 30 ans. Oui, finalement, finalement on est de 10 à 20 ans aujourd'hui. Juste pour quelques précisions pour ceux qui n'auraient pas tout à fait suivi de quoi il s'agit, mais on parle du rapport Flavie Flamand-Calmette, voilà, qui propose d'allonger la durée de prescription à 30 ans au lieu des 20 précédemment. Voilà. À 30 ans, mais c'était déjà dans la jeunesse de la réforme 2017. Et finalement, on est arrivé à 20 ans. On est passé de 10 à 20 ans et pour la prescription de l'action publique des délits de 3 à 6 ans. Et puis, il y a toute une série de dérogations concernant les mineurs et les violences sexuelles avec un délai de prescription qui court à compter de la majorité et qui est de 20 ans pour les mineurs de moins de 15 ans. Cette réforme à venir, ou en tout cas ce projet de loi, fixerait donc à 30 ans la prescription de l'action publique pour les violences sexuelles chez les mineurs de moins de 15 ans à partir de leur majorité. Très franchement, je pense là que on se moque aussi de ce qui arrive judiciairement aux victimes, ou alors on ne le sait pas, ou alors on ne veut pas le voir. Je suis confrontée, moi, chaque semaine, à des victimes qui, à un moment donné, soit sont rattrapées par leur passé, soit sont fragilisées et sont persuadées de certaines choses, ou en tout état de cause veulent résoudre un traumatisme par le judiciaire. La vraie difficulté, et on le sait, c'est que quand après 3, 4 ou 5 années, on se retrouve face à une parole de l'un contre celle de l'autre, qui mènera nécessairement, et c'est notre noblesse, au respect de la présomption d'innocence, il n'y aura pas de preuve, on n'y arrivera pas, et on aura soit un classement sans suite, bien motivé par un parquetier psychologue qui écrira noir sur blanc dans son classement sans suite, « Cher monsieur, chère madame, je vous crois, mais en état de cause, il n'y a pas assez de charges contre », soit à une relaxe, soit à un acquittement qui fera souffrir tout le monde, mais on sera allé au bout d'un combat judiciaire qui aura mené à quoi? Cessons de croire que le procès fait partie d'un travail de deuil qui va aider la victime à aller mieux. Généralement, le procès, c'est un traumatisme supplémentaire, et lorsqu'il va arriver après, excusez-moi du peu, mais on va se retrouver là, si c'est 30 ans, avec des accusés qui auront 60, qui auront 70 ans. Parce que si on parle d'un viol commis entre 5 et 7 ans, et que on attend 30 ans après la majorité, c'est-à-dire 48 ans pour déposer plainte contre quelqu'un qui, à l'époque des faits, aura eu 20 ans, cette personne-là aura entre 60 et 70 ans. Pourquoi faire? Bien sûr que ce sera un acquittement, bien sûr que ce sera une relaxe, bien sûr que ce sera un classement sans suite, il n'y aura plus de témoins, il n'y aura plus de preuves. Imaginez-vous déjà les difficultés que nous avons devant les juridictions pour faire comprendre que la parole et la souffrance n'est pas suffisant pour entrer en voie de condamnation. Tout ça se fera au détriment des victimes. Je suis effrayée par cette volonté de cette société de tout judiciariser. Ça ne passe pas forcément par les tribunaux. Faire œuvre de justice, ce n'est pas à chaque émotion ajouter une loi à cette pyramide qui commence à ne plus ressembler à rien. Et puis j'en termine là-dessus, c'est fini. Mais il n'y a pas que la loi, il y a la jurisprudence. On ne laisse même plus aux magistrats le temps de faire avancer la loi, le temps de se prononcer sur une loi, le temps de la façonner. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est ici sur un avant-projet de loi présenté le 7 mars pour faire honneur à la journée de la femme, alors même que dans les dernières réformes sur la prescription et sur la circonstance aggravante sexiste, on n'est toujours pas arrivé à faire juger ces textes, à leur donner naissance au sein d'un tribunal ou d'une cour d'assises. Très franchement, tout cela n'a pas de sens. Cessons cette frénésie et laissons au droit, et surtout au droit pénal, la noblesse qui est la sienne.
Merci pour votre intervention. Je voudrais rembobiner un tout petit peu sur ce que vous disiez sur l'outrage sexiste et la question du harcèlement de rue. Dans ce cadre-là, Laetitia Avia, j'aimerais avoir votre éclairage. Si je ne dis pas de bêtises, vous faites partie du comité mis en place par la secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur cette difficulté à mettre en place et à verbaliser le harcèlement de rue ? Alors oui, c'est un groupe de travail qui est interministériel, je le précise, c'est-à-dire qu'il repose aussi bien sur le secrétariat à l'égalité entre les femmes et les hommes, le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Je suis un petit peu embêtée, je vous le dis en toute transparence, parce que en acceptant l'invitation aujourd'hui, je présumais que le rapport serait rendu, mais nous avons ces difficultés puisque nous devons rendre ce rapport aux 3 membres du gouvernement en même temps. On a une difficulté d'agenda pour les avoir ensemble, et donc je n'ai pas officiellement, enfin nous n'avons pas encore officiellement rendu ce rapport, donc je ne vais pas pouvoir vous donner tous les éléments précis, mais je peux quand même vous donner un certain nombre de pistes, puisque oui, nous avons terminé nos travaux. Et je vais répondre en même temps du coup à ma chère consoeur, Madame Dezé, puisque en effet, il y a le premier élément, qui est la question du nom même, de l'intitulé de ce comportement, de cette infraction. Harcèlement de rue, outrage sexiste, pourquoi est-ce que la question se pose? Eh bien tout simplement, moi je ne pense pas que la difficulté soit liée au fait qu'il s'agisse de harcèlement et que le harcèlement soit forcément un comportement répétitif. On sait très bien, les textes prévoient la possibilité que le harcèlement soit un comportement unique lorsque ce comportement est suffisamment grave pour que la personne se soit sentie contrainte ou forcée, voilà, à contrainte ou forcée de manière générale, puisque l'application de ce texte va quand même aujourd'hui de façon plus large. Mais on aurait pu rajouter un 3e alinéa. On aurait pu rester sur une autre définition, une autre appréciation de la notion de harcèlement. Et la question qu'on s'est posée au sein de ce groupe de travail, c'est aujourd'hui, quand on a cette notion, harcèlement de rue, alors déjà, dans le texte que nous allons proposer, on n'est pas dans la rue. On est bien au-delà de la notion de rue. Donc si ce n'est pas forcément du harcèlement tel que cela est connu majoritairement par le texte, plus son exception, et si on n'est pas forcément dans la rue, pourquoi garder cette appellation de harcèlement de rue? La seule raison pour laquelle nous serions restés sur cette appellation, c'est parce qu'elle aurait suffisamment imprégné finalement l'esprit public pour qu'il soit nécessaire de rester sur cette appellation pour qu'elle soit comprise de tout le monde. Et on a fait aussi un travail qui est peut-être un travail presque sociologique, avec aussi bien des associations mais même des personnes, des consultations, pour savoir si harcèlement de rue ça parlait aux gens. Et c'est là qu'on a découvert que finalement on n'avait pas besoin de garder ce bénéfice de ce terme tel qu'il existe dans l'espace public, parce que ça ne parle pas non plus. Voilà. Parce que on a même en dehors de la sphère des personnes concernées directement, des personnes engagées dans les combats féministes, en dehors de la sphère associative, finalement, ça ne parle pas, et même beaucoup pensaient que le harcèlement de rue pouvait être de la mendicité à outrance. Alors on est parti sur ce que notre texte est vraiment, et notre texte part de la notion d'outrage, telle que la notion d'outrage existe aujourd'hui, et à partir de là, on a défini l'outrage sexiste. Mais la base du texte, alors qui n'est pas les éléments que vous avez pu évoquer, mais que j'ai vu en effet circuler par voie de presse, moi j'ai vu des définitions même par voie de presse qui ne correspondent pas à ce que nous avons mis dans le rapport. Mais le premier pilier de notre définition est en effet la notion d'outrage telle qu'elle existe aujourd'hui. Je ne vous en dirai pas plus sur cet élément-là, puisqu'on doit quand même réserver l'exclusivité aux ministres qui nous ont mandatés sur ce sujet. Alors, vous avez indiqué qu'il y avait un sujet, est-ce qu'il s'agit d'un délit, d'une contravention? Ça, je peux vous le dire clairement, dans le texte, dans notre rapport, nous visons clairement et sans aucune ambiguïté une contravention, et une contravention de 4e classe. Voilà, ça c'est dit, il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet, et c'est en ce sens-là, en tout cas, que nous voulons avancer, sachant qu'il y aura des débats ensuite parlementaires qui viendront ou non suivre ces éléments-là. J'ai bien aimé le fait que vous ayez utilisé un moment l'exemple du panneau stop, parce que c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup nous aussi dans nos travaux. Parce que oui, il
il y a une vraie difficulté. Alors c'est vrai qu'on a travaillé avec des commissaires, on a travaillé avec des gendarmes, on a travaillé avec les agents du PC Sécurité, de la RATP, de la SNCF, etc. pour savoir comment ils fonctionnaient aujourd'hui, comment est-ce qu'ils appréhendaient même les comportements de fraudeurs. On a fait un travail qui est à la fois un travail extrêmement juridique, parce que moi je suis une juriste, donc on a fait ce travail juridique, mais on a fait aussi un travail extrêmement aussi pragmatique, c'est-à-dire de voir aujourd'hui comment les choses fonctionnent, quelles formations sont données par exemple pour pouvoir appréhender un certain nombre de comportements. Et moi je pense qu'il y a une réalité, et cette réalité elle est plutôt liée au changement presque culturel qui est lié lorsque un interdit est énoncé. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de comportements qui sont dans une zone grise, et un certain nombre de comportements qui ne sont pas répréhensibles. Ce ne sont pas tous les comportements. Et d'ailleurs, je peux vous dévoiler aussi que la première partie du rapport, c'est commençons par appliquer la loi. Voilà, ça c'est toute la première partie du rapport, et ça rappelle très précisément tout ce qui existe aujourd'hui et tout ce qui n'est pas suffisamment utilisé. Mais ensuite, moi je pense que à partir du moment où un interdit est énoncé, lorsque, et je pense surtout à notre jeunesse, quelqu'un voudra avoir un comportement donc qualifiable d'outrage sexiste envers une femme, qu'il regardera à sa gauche, à sa droite, pour vérifier qu'il n'y a pas un agent verbalisateur, eh bien on réduira, ne serait-ce que structurellement déjà, ces comportements. Ensuite, vous utilisez le panneau stop, il n'y a pas un gendarme, il n'y a pas un policier derrière chaque panneau stop, mais on sait qu'on doit s'arrêter. Et c'est cela énoncé à l'interdit aussi. Et c'est aussi notre rôle en qualité de législateur que de dire ça c'est interdit, ça ce n'est pas possible. Et qu'est-ce qui est interdit? Quelle réalité aujourd'hui nous énonçons? C'est que l'espace public doit être un lieu neutre pour une femme. Une femme, et alors ça aussi je vous le dis, c'est pas juste une femme, parce que dans notre texte on est sur des comportements aussi liés à l'orientation sexuelle. Mais une personne ne peut pas sentir que l'espace public a un impact finalement sur elle, différencié en fonction de sa sexualité ou de son orientation sexuelle. C'est la base de notre texte. Et l'espace public est un lieu neutre, et la sécurité de chacun, la neutralité de cet espace public doit être garantie, et c'est tout ce que fait ce texte. Alors vous disiez quelque chose de très juste encore. Je ne dis pas ça juste parce que par sentiment de caste envers les avocats, hein, du tout. Mais en effet, on ne peut pas sanctionner à défaut d'éduquer. Et là encore, je peux vous dire que, en termes de pages, en tout cas, la partie la plus large du rapport concerne toutes les mesures d'éducation, concerne toutes les mesures de prévention, concerne tout ce que nous voulons faire et avec des éléments concrets pour s'assurer qu'il ne s'agisse pas juste de 1 ou 2 journées de formation à l'école qui permettent de rappeler qu'il faut avoir des comportements sains envers les femmes. Il y a un certain nombre de préconisations que nous faisons qui sont des éléments concrets avec une vingtaine de recommandations précises avec notamment une attestation qui serait nécessaire dans le parcours de citoyenneté, etc. Je vous en dis pas plus, mais sachez en tout cas que notre mission reposait sur 3 éléments: définir, sanctionner et sensibiliser, et que ces 3 éléments se retrouvent bien dans ce rapport. Puisque j'ai la parole, peut-être, est-ce que vous voulez que j'aille sur les présomptions? Parce que j'ai 2 petits éléments très rapides sur les présomptions de non-consentement. Alors allez-y, voilà, vous y êtes. très rapidement, tant que j'y suis. Parce que ce sont les autres éléments de cette loi qui sera présentée, qui est une loi qui est à la fois portée par le secrétariat d'égalité entre les femmes et les hommes et par la ministre de la Justice. Et je pense que c'est très important qu'on soit sur un travail interministériel, en effet, sur ce sujet. La présomption irréfragable, oui, moi aussi, je vous le dis, ce n'est pas possible. On a de toute façon une décision du Conseil constitutionnel qui nous dit qu'en matière pénale, les présomptions sont exceptionnelles et qu'elles sont simples et qu'elles sont limitées au milieu contraventionnel. On ne peut pas, en matière de crime, avoir une présomption irréfragable. C'est complètement à l'opposé de notre présomption d'innocence. Donc, sur ce point, encore une fois, je vous rejoins. Et enfin, concernant l'allongement de la prescription, en toute honnêteté, moi je pense
qu'il y a une vraie difficulté concernant ces viols sur mineurs. Et je pense que, en effet, le procès n'est pas le lieu du deuil. Le procès est censé être le lieu de manifestation de la vérité. Et cela est extrêmement difficile aujourd'hui pour les victimes, puisque ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on manque des éléments de preuve pour cela. Mais ces éléments de preuve disparaissent parfois dès le lendemain, 10 jours après, parfois 10 ans après. Et oui, 30 ans, c'est aussi compliqué, mais 20 ans, ça l'est tout autant. Moi, je considère que sur ce texte, si on peut réussir à faire condamner une personne, on aura réussi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre intervention. Juste avant de passer la parole donc, à nos interlocuteurs suivants, quelques petites précisions donc, sur cette présomption de non-consentement. Donc c'est une des mesures qui était préconisée notamment par le Haut Conseil à l'égalité dans un rapport de 2016 et c'est quelque chose qui se fait déjà dans des pays comme l'Angleterre où cet âge est fixé à 13 ans, la Belgique ou l'Italie où cet âge est fixé à 14 ans ou encore au Danemark où il est fixé à 15 ans. Voilà, donc ça c'était juste pour quelques éléments de contexte. Je voudrais maintenant avoir le sentiment de Marie-Noël Bas, oui, je vous prends comme ça au débeauté sur cette question de la loi. Est-ce qu'il faut la changer ou pas? Et si oui, sur quels aspects? Comment s'y prendre? Comment dépasser ces difficultés qu'on a évoquées? Merci. Avant de commencer, je voudrais présenter en 2 minutes notre association qui est en fait au cœur de notre sujet de cette journée. Créée en 2003, notre association ECVF, Élus contre les violences contre les femmes, informe et soutient les élus et les collectivités territoriales qui souhaitent s'engager dans des actions contre ces violences. On met à disposition des adhérentes, mais aussi des non-adhérents, des outils de communication pour accompagner dans leur engagement pour l'égalité et contre les violences les bonnes pratiques que nous avons collectées depuis toutes ces années. On a comme objectif immédiat à court terme de développer notre réseau d'élus et de collectivités engagés sur ces questions, ce qui est extrêmement difficile parce que bien évidemment les questions des droits des femmes, de l'égalité et des violences faites aux femmes, même si c'est notre actualité actuellement, ça n'est jamais la priorité des élus et des collectivités. Notre but est d'assurer une meilleure circulation de l'information, de mutualiser, de rendre donc plus visibles les différentes bonnes pratiques menées au sein de chaque collectivité, parce qu'il y en a, heureusement, et puis de sensibiliser et de former en ce qui concerne les droits des femmes dans toutes les politiques publiques. Donc pour ce qui est de la question, est-ce que la loi doit changer et pourquoi, cette question qui nous intéresse ici, le constat de fait est qu'il existe déjà depuis une trentaine d'années de nombreuses lois contre les violences sexistes et sexuelles, mais que bien évidemment de nombreuses améliorations sont indispensables car il y a des manques, des gros problèmes, mais aussi quelque chose qu'on rencontre absolument partout, c'est que la plupart de ces lois ne sont pas ou mal appliquées. Si la loi ne doit pas forcément changer, il ne faudrait pas qu'il y ait une strate de plus à ce millefeuille déjà existant et ça fait un bout de temps que nous et de nombreuses associations féministes portent une loi englobant l'ensemble des violences sexistes et sexuelles et l'égalité et donc prône la nécessité d'une loi cadre qui englobe bien évidemment les mesures contre le sexisme ordinaire, mais qui va des inégalités salariales jusqu'aux violences bien évidemment, en englobant les élus agresseurs, puisque je vous en parlerai à la fin, ça fait aussi partie de notre travail. Donc je rappelle, il y a pas moins d'une dizaine de lois contre ces violences sexistes et sexuelles depuis un peu plus de 30 ans. Elles s'empilent les unes sur les autres. Je rappellerai très rapidement la loi 80 relative à la répression du viol, 3 ou 4 lois reconnaissant la spécificité des violences commises au sein du couple, donc les violences conjugales, voire le viol conjugal, la loi de 2012 relative au harcèlement sexuel, celle de 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, celle de 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel, sans compter des lois relatives à la réforme du droit
droit d'asile ou au droit des étrangers en France, qui bien évidemment comporte un volet extrêmement important pour les femmes qui sont toujours victimes de double peine. Mais dans ce millefeuille, il y a au moins 3 sujets problématiques pour les femmes victimes de violences. La loi de modernisation de la justice du XXIe siècle de 2016, elle est dangereuse en cas de violence conjugale parce que divorcer par consentement mutuel sans juge, c'est en fait dans le but non avoué de faire des économies sur le dos des femmes, et c'est toujours les femmes qui trinquent pour ça. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité ne permet plus aux victimes de contester la correctionnalisation lors de l'audience au tribunal. C'est une pratique qui nuit aux parties civiles et profite aux agresseurs. Le viol, c'est 15 ans, l'agression sexuelle, c'est 5 ans. Les condamnations sont donc très inférieures. Ce n'est pas non plus la même reconnaissance du préjudice subi. L'image renvoyée à toutes et à tous, c'est que le viol est un crime qui n'est pas si grave. Enfin, la loi de 2014, on parle de médiation pénale qui a été limitée en cas de violence, mais qui devrait être complètement interdite conformément à la Convention d'Istanbul que nous avons signée. Donc là, au moins déjà, sur toutes ces lois, 3 très gros problèmes. Et puis, on en vient au problème majeur qui est l'application des lois, souvent pas ou mal appliquées, pas toujours non plus uniformément sur le territoire, manquant cruellement de moyens, et ça toutes les associations féministes ne cessent de le dire, en dépit de la volonté politique, s'il n'y a pas de moyens, et ben la volonté politique elle n'est pas appliquée. Donc on manque cruellement de moyens, ces lois existantes elles doivent être améliorées, et le sujet le plus important est quels moyens pour la loi préparée en ce moment par le gouvernement. Aujourd'hui, 10% des victimes portent plainte de viol, 60 à 80% des viols sont correctionnalisés et 1% des violeurs sont condamnés. L'éviction du conjoint violent, ça arrive de temps en temps, mais franchement, c'est pas la règle. La loi d'abolition du système prostitueur, ça a été un changement de paradigme absolument formidable. C'était important d'un point de vue culturel, mais il n'y a pas eu suffisamment de moyens dès le début pour sa mise en œuvre, notamment les programmes de sortie qui sont parmi ce qui est le plus important. Et il y a seulement des contraventions qui ont été adoptées. J'ai parlé de la Convention d'Istanbul, on en a parlé tout à l'heure avec le concert du Parlement européen. Cette convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence contre les femmes et la violence domestique, c'est le premier instrument juridique contraignant à l'échelle européenne. C'est un cadre juridique commun pour la prévention, la protection des victimes, la sanction des agresseurs, des définitions communes des violences, qui effectivement, on l'a rappelé, c'est pas toujours facile avec autant de pays. Elle a été ratifiée par la France en 2014, mais elle n'a pas été totalement transposée. Je viens de vous parler de la médiation. Néanmoins, cette contrainte de la Convention va faire que la France va être évaluée dans les prochains mois et qu'il y aura probablement des tas d'ajustements à faire. Le gouvernement devra en tenir compte. Il y a donc nécessité absolue d'une loi antisexiste, d'une loi cadre pour prévenir, accompagner les victimes, sanctionner les agresseurs, éradiquer les violences, bref, éviter la culture du sexisme ordinaire. La loi cadre prendrait en compte toutes ces violences, construites en partenariat bien sûr avec la plupart des associations qui sont sur le terrain. Je rappelle pour celles et ceux qui ne le sauraient pas qu'une loi cadre a déjà été proposée par le collectif national pour le droit des femmes en 2007, qu'elle a été toilettée en 2013, qu'elle pourrait de nouveau être travaillée en accord avec les parlementaires et qu'on a sorti un bouquin complet donc de loi cadre qui est extrêmement précis. Et bien évidemment, toujours les moyens qui vont avec pour pouvoir la mettre en œuvre. Et puis, je terminerai par quelque chose qui est extrêmement important pour CVF depuis le début, c'est en politique, quelles sont les mesures contre les élus agresseurs. Depuis le début, nous avons demandé l'inéligibilité des élus totale. Aujourd'hui, l'inéligibilité, c'est difficile à dire, est à durée déterminée. Et pour que il y ait une réelle confiance dans les hommes et les femmes politiques, il semble qu'il faudrait que cette loi soit
soit réellement appliquée et que les élus commettant des violences contre des femmes soient condamnés à une peine d'inéligibilité totale. Et les élus devant être exemplaires, il serait bon également qu'avant condamnation, ils soient systématiquement suspendus de leur mandat à compter de la mise en examen. Merci. Merci pour votre éclairage. Et donc, vous me fournissez une transition toute trouvée vers votre voisin de droite, Guillaume Balas, eurodéputé Génération. Je voudrais avec vous aborder la question du manque de moyens de la justice qu'a évoqué votre voisine. Est-ce que finalement le problème est plus dans la loi telle qu'elle est ou dans les moyens alloués à la justice? Et par ailleurs, en tant qu'eurodéputé, peut-être pouvez-vous nous apporter un éclairage sur ce qu'on peut attendre de la signature, enfin de la Convention d'Istanbul et de l'Europe sur ces questions des violences sexistes et sexuelles? Attendez, je rajoute à ma petite liste la Convention d'Istanbul. Voilà. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Merci Esther Benbassa pour ce travail et pour Libération d'accompagner cela. Moi, d'abord, pourquoi je suis là? Parce que c'est pas du tout ma spécialité au départ, ce sujet. On est un très jeune mouvement politique et nous avons été confrontés dès notre naissance à un problème de harcèlement et de violence contre les femmes majeures au sein de notre mouvement. Et donc, on était très désemparés, puisque, en gros, ce sont des femmes, courageusement, qui sont venues voir les responsables du mouvement pour dire, voilà, c'est pas possible, là, vous allez promouvoir quelqu'un, c'est pas possible, on va vous expliquer pourquoi. Et alors là, comment vous faites, qu'est-ce que vous faites et comment? Et c'est là où on voit que la loi a tout son sens, puisque après grande réflexion de leur part, ils ont décidé de porter plainte. Et qu'on voit, et puisqu'on accompagne évidemment beaucoup aujourd'hui, à quel point le port de plainte est important, malgré tous ses défauts, malgré tout ce qu'on va dire après, s'il n'y a pas de port de plainte, il n'y a rien, j'allais dire. Et ça permet vraiment de pouvoir avancer. Et donc tout ce qui favorise le port des plaintes des femmes, qui est aujourd'hui extrêmement faible, on le sait, pour des raisons que l'on comprend bien, tout ce qui favorise l'augmentation des moyens de police, notamment sur ce sujet, notamment la formation des policiers, qui sont à peu près 1000 informés sur le sujet, sur l'ensemble du corps. Et quand on le voit concrètement, et que vous êtes confronté à ça, vous voyez le manque de moyens des policiers. Parfois d'ailleurs, ceux qui sont spécialisés sur ce sujet, confrontés à une hiérarchie qui, de ce point de vue-là, entend peu la priorité à donner sur ces éléments, et ils sont eux-mêmes souvent dans la guéguerre, voire la guerre, avec leur hiérarchie. Et je crois que cet élément, si vous voulez, de l'importance aujourd'hui du port de plainte, de l'enquête, de la détermination par la société dont la police puis la justice sont le juge essentiel pour dire ce qui est vrai et ce qui est faux, est extrêmement important. Vraiment important. Et je dis ça au regard, je le dis très clairement, de penser qu'on fera la justice par la presse. Je n'y crois pas 3 secondes. Et je n'y crois pas 3 secondes parce que quand vous discutez, y compris avec des justement policiers, juges, qui sont spécialisés sur ces sujets, ils vous expliquent y compris, sur la moitié des cas à peu près, ils se rendent compte qu'il n'y a pas véracité des faits. Il faut aussi le dire. Hein, ou même donner le chiffre de 6 sur 10. Mais pour 4 sur 10, 5 sur 10, c'est vrai. Et il y a sanction. Et je crois que c'est absolument fondamental aujourd'hui de ne pas oublier ça, je voulais le dire dès le départ. La deuxième chose également, une petite parenthèse, c'est pas simple pour un mouvement politique, je le dis très clairement, de soutenir des victimes, parce que quand vous soutenez des victimes, ça veut dire que vous libérez la parole. Vous allez dire, ah bah oui, c'est normal, c'est très bien. Oui, mais quand vous libérez la parole, c'est-à-dire que nous, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, ça a été une succession en chaîne. Vous libérez la parole dans un premier temps, c'était avant l'affaire Weinstein. Il y a l'affaire Weinstein qui débarque, et tant mieux. Il y a donc tout l'accompagnement et tout le mouvement qui se passe. Du coup, ça aide à libérer la parole dans d'autres lieux, y compris nous avions des militantes, et puis après, dans d'autres lieux, etc. Mais le résultat, c'est que tous les regards sont toujours portés sur vous. En disant, c'est chez vous finalement qu'il y a des problèmes, il n'y en a pas ailleurs. Pourquoi y a-t-il des problèmes chez vous? Alors que, en fait, c'est parce que chez vous, il y a des femmes courageuses. Et que chez vous, on essaye un petit peu de les accompagner. Ça, c'est un élément que je veux donner parce qu'il ne faudrait pas que sur ces affaires-là, il n'y ait que dans quelques endroits politiquement où ça bouge. Et c'est le risque. C'est le risque qu'il n'y ait que quelques endroits où ça bouge, et puis ça s'arrête là, et puis finalement, on continue comme avant.
Alors maintenant, ceci dit, sur la question qui est posée ici. Moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, donc j'ai travaillé avec le comité féminisme, notamment de mon mouvement, et on a essayé de travailler un petit peu en profondeur tout cela pour porter des positions qui ne sont pas encore validées par l'ensemble de nos membres, évidemment, mais qui sont déjà des pistes importantes. D'abord sur le débat qu'il y a sur le rôle symbolique de la loi et le rôle effectif de la loi, qui est, je crois, entre notamment ce qui a été dit par Madame la députée d'En Marche et Maître Marie-Dosé, c'est ça hein, qu'on voit. Est-ce qu'il y a le rôle symbolique de la loi qui est absolument fondamental, qu'il faut, et donc il y a une émotion et pas, on pense que c'est un problème de société majeur, et donc la loi va apparaître comme un élément du dire sur ce qui est possible, pas possible, ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et après, en effet, au risque de l'inflation législative et au risque donc de la non-application, du non-rôle de la jurisprudence qui n'a même pas le temps de pouvoir se construire pour pouvoir opérer et construire un cadre qui soit un cadre auquel puissent se référer les acteurs justement qui luttent aujourd'hui contre les violences faites aux femmes. Parce que c'est aussi un des grands problèmes qu'on peut rencontrer dans les associations, notamment, c'est juste la compréhension tout simplement de où on en est dans les étapes de la législation. Alors de ce point de vue, il faut sans doute être équilibré. Il nous semble, nous, que la question, par exemple, de l'évolution de la loi sur certains points est importante, mais qu'il faut aussi ne pas se payer de mots. Alors, où pourrait-elle être importante? Passer du délit, par exemple, au crime, sur la question de l'atteinte sexuelle sur des mineurs, à partir du moment, évidemment, où on est dans un cadre où il y a autorité, manipulation, etc., peut paraître quand même une piste assez intéressante au regard de ce qu'on a pu constater aujourd'hui, parfois du dénuement des victimes face à des événements qui, quelque temps après, ou même sur le moment, elles puissent dénoncer, ou même des parents, par exemple, des familles. De ce point de vue-là, l'évolution législative pourrait être sans doute utile et avoir un aspect pratique qui pourrait être évident. En revanche, sur la question du harcèlement et la création du délit d'outrage sexiste dans la rue. De ce point de vue-là, il y a des expériences qui existent à l'étranger, en Belgique par exemple, il y a un délit qui existe. Bon, les plaintes sont en diminution et on n'a pas l'impression que ça a changé fondamentalement la vie des femmes en Belgique. Pour autant, est-ce qu'il ne faut pas le faire? On peut entendre le rôle symbolique, notamment, de passer, de définir notamment avec un nouveau terme qui est l'outrage sexiste. Pourquoi pas? Et que ça peut avoir un rôle symbolique, mais on sait que là, ce qui est absolument essentiel n'est pas du ressort de l'action des policiers sur la voie publique, dont on sait qu'elle sera extrêmement fragile. Donc la question, elle est bien là, sur le comportement des hommes eux-mêmes dans ces espaces-là. On pouvait étendre en disant, oui, globalement, ce ne sont pas que les hommes, c'est aussi par rapport au à l'orientation sexuelle de toute personne, etc. Très bien, mais enfin, c'est souvent les hommes en pratique qui sont quand même concernés par ces actes-là, et donc là, on voit bien que ça pose quand même de façon massive la question de l'éducation. Et de ce point de vue-là, nous sommes quand même, moi je suis prof dans la vie civile, à part être eurodéputé, on a quand même subi des reculs constants sur cette question. Il y a des batailles que nous n'avons pas su gagner sur ces sujets, je le dis, et on a cédé. Et du coup, la question, par exemple, de l'éducation, c'est pas de l'éducation sexuelle, c'est de l'éducation au respect, de l'éducation civique, de l'éducation élémentaire sur ce que sont les valeurs de la République et du respect de l'autre genre, mais aussi de l'autre de manière toute simple. De ce point de vue-là, on le voit, on a laissé beaucoup aujourd'hui les enseignants dans le dénuement de ce point de vue-là. Encore une fois, pas simplement parce qu'il n'y a pas les programmes, parce qu'il n'y a pas tout ça, mais parce que souvent il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les heures, il n'y a pas les intervenants, il n'y a pas une chaîne logique pédagogique qui a été pensée sur ces sujets. Et donc vous vous retrouvez, oui, moi je le dis, je l'assume, dans certains endroits, et d'ailleurs dans la plupart en réalité, où notamment les propos qui manifestent de la part souvent de jeunes garçons, mais parfois de jeunes femmes aussi, une conception du monde éminemment misogyne et dangereuse, et bien finalement vous avez extrêmement peu de moyens aujourd'hui pour pouvoir lutter contre. Donc de ce point de vue-là, j'y reviendrai tout à l'heure, la question d'avoir, je ne sais pas si c'est une loi, pourquoi pas, en tout cas un programme de lutte antisexiste globale, semble très important à partir du moment où il est accompagné de moyens. En Espagne, vous le savez, c'est aujourd'hui un plan, parce que l'Espagne avait un très grand problème de violence faite aux femmes et de crimes et de meurtres par rapport aux femmes. 1000 milliards sur 5 ans a été décidé. Rajoy a
comment dire, reculer, puis réavancer. Bon, maintenant on attend que ça soit un petit peu effectif. Mais c'est là où se situent aujourd'hui les choses. Parce que si vous n'avez pas une chaîne pédagogique, judiciaire avec des moyens, policière avec des moyens et la formation notamment des agents de police, de l'accueil, etc. sur ces sujets, d'aide psychologique, y compris dans les commissariats, etc., etc., des associations, parce que par exemple tu parlais tout à l'heure Marie-Noël de la loi anti-prostitution, le résultat pour l'instant est dramatique, hein. Je le dis comme il est. Il est dramatique sur ce qu'on avait pensé être les conséquences de cela, et on en arrive quand même au fait que ce soit les prostituées aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations de précarité, de danger de plus en plus fortes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accompagné cette loi tout simplement de moyens qui auraient permis justement de rendre effectifs les droits des prostituées. Et c'était bien l'objectif normalement, hein, de mieux les protéger, qui était celle de cette loi. Sur la question de l'allongement de la prescription, l'allongement pour les mineurs peut être intéressant, on le voit bien, hein, notamment, même s'il ne faut pas être soumis à l'émotion, ça peut permettre quand même de poursuivre des gens qui ont vécu dans l'impunité pendant bien longtemps. Mais de la même manière, penser que l'allongement de la prescription, et Maître Marie-Dosé le disait très bien tout à l'heure, suffira alors que, par exemple, la recherche de preuves, la confrontation, notamment d'une parole contre une autre, c'est quand même le grand sujet et le grand problème, puisse suffire, ça n'est pas vrai. Encore une fois, s'il n'y a pas de la formation de magistrats, s'il n'y a pas... Alors, il y a une question qui monte de plus en plus, faut-il, comment dire, une formation spécifique pour des magistrats, avec notamment une catégorie, j'en sais rien, parce que si on commence à faire des catégories pour tout, je sais pas trop où on peut arriver, mais en tout cas, qu'il y ait les éléments nécessaires du côté de la justice, mais aussi, encore une fois, des policiers. Moi, je vous le dis, j'ai bien un cas très concret, d'accord ? Quand vous cherchez aujourd'hui des policiers spécialisés à Paris sur le sujet, il y en a extrêmement peu, et ils ont des piles comme ça, d'accord ? Donc, pour pouvoir travailler de manière, j'allais dire, efficiente, c'est quand même pas simple. Donc, pour résumer, la question quand même essentielle aujourd'hui, c'est d'avoir une vision globale de la lutte contre le sexisme. Cela peut évidemment intégrer des éléments d'évolution judiciaire, d'évolution législative, mais penser que ces évolutions-là puissent suffire, j'allais dire, pour sanctionner symboliquement le fait que le politique ait fait quelque chose, semble quand même très en deçà. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas saluer les efforts qui peuvent être faits aujourd'hui du point de vue, évidemment, du travail législatif, mais s'il n'y a pas pensé de l'école jusqu'à la justice, jusqu'à la police, jusqu'aux associations, eh bien un plan qui donne les moyens aujourd'hui de pouvoir agir. Ce sont des moyens financiers, mais c'est des moyens de formation, c'est des capacités aujourd'hui, par exemple, de donner des moyens aux chercheurs sur le sujet. Ah, on le sait, les menaces aujourd'hui dans les universités sur les chercheurs et chercheuses sur la question des sciences humaines, sur la question de l'égalité des femmes et des hommes, elle est réelle. Hein, j'en ai des témoignages tous les jours de gens qui disent aujourd'hui on ne peut plus faire de recherche sur ces sujets, donc voilà. Donc là il y aurait un affaiblissement, j'allais dire, sur le plan théorique qui ne permettrait pas d'appuyer une lutte efficace est très importante. Donc faire évoluer la loi, oui quand c'est utile, mais avec des moyens, et c'est pas que des moyens financiers, avec, j'allais dire, une vision globale aujourd'hui de la lutte antisexiste qui pourrait être le cadre ou d'une loi ou d'un programme antisexiste qui agglomère l'ensemble de ces sujets, nous semblerait quand même préférable. Alors, merci. Juste pour quelques éclaircissements sur l'étude du cas concret que vous évoquiez en tout début de votre intervention. Je pense qu'on peut le dire, il s'agissait des révélations de Libération, donc fin janvier, au sujet de Gilbert Cuzou, qui était un proche de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle et qui donc a été placé en garde à vue à la suite de 5 plaintes, dont une pour viol, le reste étant des questions de harcèlement ou d'agression. Et donc, puisqu'on parle d'un cas très concret, je vais me tourner donc vers vous, Cécilia Koch de l'UNEF. On y reviendra par la suite, ne vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas sur la Convention d'Istanbul. Donc Cécilia Koch de l'UNEF, puisqu'on parlait de cas très concrets, il se trouve que plusieurs des membres de votre organisation ont dénoncé dans une tribune récente un système viriliste et même des termes comme la castorisation au sein du mouvement. Donc là, on parlait d'une libération de la parole. Je crois même qu'une boîte mail a été mise en place pour recueillir les témoignages. Est-ce que toutes ces
ces paroles-là ont donné suite à des plaintes. Qu'est-ce qu'il en est des suites juridiques? Où est-ce que vous en êtes sur ces questions-là aujourd'hui à l'UNEF? Alors, pour revenir un petit peu par rapport à tout ça, donc déjà dans un premier temps, c'est vrai que notamment aussi avec Roxane, donc l'UNEF, notre organisation s'est retrouvée aussi dans les journaux à la suite de ce qui s'est passé de ça il y a plusieurs années. Déjà, la première chose, par exemple pour moi qui suis assez récente dans le syndicat, ça a été un choc pour beaucoup de militantes, mais pas que aussi de militants, c'est-à-dire être exposé à quelque chose qui s'est passé dans notre syndicat, qui a pu être peut-être même couvert par certains et certaines. C'est quelque chose qui aujourd'hui qui nous a vraiment beaucoup bousculé. En effet, par rapport à, pour revenir sur la boîte mail, je suis en contact notamment aussi avec les différentes femmes qui ont pris la parole. Tout d'abord parce que l'UNEF les accompagne pour continuer d'obtenir des sanctions, les accompagnera aussi si derrière elles souhaitent porter plainte. Aujourd'hui, l'UNEF est héritière d'un passé. Malheureusement, dans ce passé-là, il n'y a pas eu que des choses très glorieuses, on en est tout à fait conscient. Par contre, aujourd'hui, c'est comment on fait pour que ce qui s'est passé hier ne se reproduise pas demain. Donc là-dessus, on est une des organisations, et notamment une des organisations de jeunesse qui a, je pense, un des plus grands nombres d'outils. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'organisations aussi qui demandent nos outils. Je ne pense pas que ces outils à l'heure d'aujourd'hui soient totalement parfaits. Par contre, aujourd'hui, ce sont des outils qui ont été mis en place en interne, notamment pour lutter contre les oppressions systémiques, dont le sexisme, mais pas que, les discriminations racistes et les discriminations aussi LGBT+, qui sont malheureusement présentes dans la société et qui peuvent se répercuter aussi à l'intérieur de notre syndicat. Après, je pense, pour revenir un petit peu sur la problématique là actuelle, alors moi je suis pas juriste comme il peut en avoir sur la table, donc ça sera pas aussi, ça sera pas exactement les mêmes termes. Par contre, aujourd'hui on peut remarquer que la loi qui est présentée, déjà il y a deux problèmes. La première chose, c'est que les femmes qui sont victimes tout simplement de violences sexistes ou sexuelles ont beaucoup de mal à aller trouver la route de la justice. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que quand on est victime de ce genre d'agression, c'est très compliqué d'aller voir des inconnus, c'était très compliqué aussi d'aller se livrer, d'aller raconter. On ne sait pas par qui on va être encadré. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on nous dit, enfin on a vu, il y a beaucoup de choses qui existent aussi, notamment pour dénoncer ces actes criminels, parce que pour le rappeler, un viol c'est un crime aujourd'hui, donc pour ces actes criminels. Par contre, ce qui résulte de tout ça, malheureusement, c'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur. Comme on a dit, combien de personnes sont condamnées parfois pour manque de preuves, combien de personnes sont accompagnées aussi dans ces démarches-là. Au final, c'est pas énormément de personnes. Donc, est-ce qu'il faut changer la loi? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une problématique sur laquelle il faut retravailler cette loi. Il faut notamment aussi pousser, enfin pas pousser, mais encourager et donner des perspectives aussi pour que les personnes qui en sont victimes puissent aller tout simplement retrouver le chemin entre guillemets de la justice. Mais oui, par exemple, quand on parle d'harcèlement de rue, après on peut avoir un débat ou pas sur comment on l'appelle. Par contre, aujourd'hui, c'est 100% des femmes qui sont pu être harcelées dans leur vie, que ce soit dans les transports en commun, que ce soit dans la rue. Donc c'est un vrai débat. Il y a quelque chose à faire aujourd'hui. C'est quelque chose auquel la loi ne répond pas spécialement. Donc en tant que femme, oui, il y a quelque chose à faire aujourd'hui. Je ne peux pas prétendre apporter la solution. Par contre, oui, en tout cas, moi, je vais parler aussi pour les jeunes, pour la jeunesse, parce que je fais partie d'un syndicat étudiant et voilà. Mais je pense que aussi, on attend beaucoup de choses. On attend beaucoup de choses, que ça soit de la justice. On attend aussi, comme ça peut être dit tout à l'heure, un programme notamment luttant contre le sexisme, parce qu'aujourd'hui, on peut entendre notamment certaines associations et tout. Mais par exemple, cette loi, moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'elle a pu être faite avec différentes associations? Parce qu'aujourd'hui, sur le terrain, quand on souhaite être accompagné, on sait très bien qu'on va se retourner plus vers les associations féministes qui sont spécialisées qui sont spécialisées notamment sur le terrain, avec qui on peut on sera plus en confiance. Donc ça, c'est des questions aussi aujourd'hui qu'on se pose. La deuxième chose, donc, c'est qu'à peu près, si je ne me trompe pas, cette loi va sortir un peu avant le 8 mars, donc quand même qui est une date très très importante. On n'est pas revenu, mais vraiment je pense que c'est quelque chose de très très important là-dessus. Ok, très bien. Par contre, aujourd'hui, j'aimerais beaucoup qu'on mette en valeur notamment cette loi-là, mais pas qu'à travers certains événements. Il faut rappeler que la lutte contre le sexisme,
c'est une lutte de tous les jours, c'est une lutte de tout moment. Ça ne veut pas dire que ça soit axé que sur certaines lois. Il faut qu'on trouve aussi comment, derrière, on puisse, de manière collective, par exemple, c'est une question qui a été posée tout à l'heure, chacun prêche un peu pour sa chapelle, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est important que notamment, on arrive à se mettre tous ensemble, tous autour d'une table, et qu'on arrive à écrire quelque chose et qu'on donne les moyens. Parce que c'est bien de faire une nouvelle loi, mais quels moyens vont être consacrés à ça? Si je ne me trompe pas, il me semble que ça avait été annoncé que la grande cause de ce quinquennat, c'était l'égalité femmes-hommes. Et ben, j'aimerais bien qu'on le voit aussi dans le budget, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas spécialement le cas. Certes, le budget a été revu en hausse, mais c'était pour revenir par rapport à... parce qu'il avait été baissé, donc on revient à ce qu'il était avant. Donc c'est très bien, mais par contre... qu'est-ce qu'on va donner concrètement pour lutter contre le sexisme? Parce que certes, on va pouvoir avoir des contraventions pour une contravention d'une certaine somme. Par contre, ok, très bien, mais comment on fait pour dénoncer un acte d'harcèlement de rue? Ça veut dire qu'il faut avoir plus de police. Je ne sais pas comment on va l'appeler exactement, mais il faut qu'il y ait plus de police, plus de personnes qui soient mobilisées sur le terrain. Et ça aussi, aujourd'hui, c'est une question de budget. Donc, moi, je veux bien qu'on parle de loi, qu'on parle de grandes mesures. Par contre, j'aimerais aussi beaucoup que ça soit accompagné par un budget qui soit quand même assez massif et qui va pouvoir aussi accompagner cette loi et répondre à la problématique. Et dernière petite chose, je suis très contente d'avoir entendu à cette table ronde de l'éducation, parce que nous, en étant à l'UNEF, c'est quelque chose sur lequel qu'on martèle tous les jours dans chaque campagne qu'on peut faire. Donc l'éducation, c'est très bien, mais je pense qu'il va falloir investir davantage aussi, parce que pour que ce qui se passe aujourd'hui ne continue pas à se reproduire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la chance qu'on peut... Enfin, là où tout le monde peut être éduqué, que ce soit pour des valeurs civiques, c'est quand même l'école. Et notamment, il va y avoir aussi un gros travail à faire par rapport à tout ça, parce que on aura beau mettre des lois, on aura beau essayer de combattre le sexisme. Par contre, si dès aujourd'hui, il n'y a pas des grandes mesures dans les écoles, que ce soit à travers des modules ou, je sais pas... des matières spécifiques, je ne sais pas comment ça peut être fait, mais s'il n'y a pas un gros investissement aussi à l'école, malheureusement, tout ce qu'on va proposer ne va pas servir à grand-chose, parce que finalement, ceux qui sont aujourd'hui dans les écoles, les citoyens de demain, de fait de cette société, vont répéter certains actes qui matrisent la société et qui peuvent se retrouver dans n'importe quel individu. Voilà. Merci. Alors, justement, donc on a entendu vos interrogations, vos récriminations. Je voudrais savoir, Rita Malouf, en tant que secrétaire nationale du PS en charge des droits des femmes, au sein du Parti Socialiste, quelles sont vos propositions, quelles sont vos visions sur ce sujet des lois contre les violences sexistes et sexuelles? Déjà, dans un premier temps, je souhaite remercier Madame la sénatrice et puis Libération d'assurer l'animation. Donc là, bon, sur la question faut-il changer la loi, je dirais en d'autres termes, faut-il criminaliser ou réprimer davantage les violences faites aux femmes? Donc la réponse en tant que Parti Socialiste, elle est oui, pour au moins 3 raisons. Déjà, dans un premier temps, il faut que la loi ait un caractère dissuasif. Donc après l'affaire Weinstein et suite aux différentes accusations de viol, beaucoup de femmes courageuses ont décidé de briser la loi du silence et de mener un combat pour la libération de la parole. Donc dans ce contexte, une loi à caractère dissuasif doit accompagner ce courage manifesté par ces femmes. Ensuite, parce qu'il faut lutter contre la banalisation. La violence faite aux femmes est un acte grave. Et puis le banaliser, c'est porter atteinte à la dignité de la femme. Il est nécessaire de rappeler dans ce cas la responsabilité transversale de la société dans la lutte contre les violences faites aux femmes. D'ailleurs, les chiffres attestent de ce risque de banalisation. Les violeurs bénéficient presque toujours d'une quasi-totale impunité. Seuls sur 10% des plaintes, juste 60-70% sont classées sans suite, donc ce qui revient à 1% de l'ensemble des actes qui sont commis. Enfin, l'appareil juridique existant aujourd'hui n'est pas suffisant car la loi française ne couvre pas tous les actes de violence faites aux femmes, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et donc, sans la criminalisation ou la répression, les femmes manquent de repères. Donc oui, pour réprimer ou criminaliser davantage, s'il y a harcèlement, agression ou viol, mais en tenant compte bien sûr de la nature de l'agression subie par la femme, c'est-à-dire il faut une certaine hiérarchisation. Chaque acte doit avoir sa réponse avec un seul objectif, qui est lutter contre
l'impunité. Car c'est l'impunité en général qui encourage d'aller de l'avant dans des actes ignobles. Aujourd'hui, même s'il y a condamnation, la peine infligée n'est pas toujours à la hauteur de la gravité des faits. Selon une étude qui a été menée au tribunal de grande instance de Bobigny, dévoilée en mars 2016, sur les 30% des viols qui font l'objet d'une instruction judiciaire, plus de la moitié seront encore déqualifiés en agression sexuelle, ou aussi pire, en atteinte sexuelle ou violence physique. Mais nous allons garder, comme a dit mes collègues toutefois, à l'esprit que la prévention demeure le meilleur moyen contre la violence faite aux femmes. Pour deux raisons. Elle passe au début, il faut l'éducation à l'égalité des sexes, et puis deuxièmement, la mise en place de formations au sein d'institutions ou de partis politiques afin de lutter contre le sexisme, le harcèlement, les violences. Ces modules doivent susciter une prise de conscience déjà collective, une sensibilisation, et montrer aux victimes les démarches à suivre et responsabiliser les témoins aux actions à engager. C'est ce qu'on est en train de faire au sein du Parti socialiste, car comme vous le savez bien, notre parti a été percuté par une question de société majeure qui heurte l'essence même de nos valeurs. Pourtant, faut-il rendre non prescriptible la violence faite aux femmes? Donc je ne vais pas parler de l'allongement, plutôt la non-prescription. Vous savez bien, la loi actuelle prévoit 6 ans pour le harcèlement, 6 ans aussi pour l'agression avec des exceptions, puis 20 ans pour le viol. J'ai longtemps hésité concernant la non-prescription des violences faites aux femmes, mais j'en suis convaincue aujourd'hui qu'il le faut pour plusieurs raisons. Nous avons besoin déjà d'un électrochoc. Et grâce à cet électrochoc, nous pourrons changer la société de demain et avancer dans ce sens-là. Ensuite, il faut intégrer le fait que les femmes victimes ont besoin souvent de temps pour pouvoir s'exprimer. Et le temps où elles arrivent, elles veulent en parler, elles vont affronter une double peine, qui est celle de l'agression, dans un premier temps qu'elles ont subi, et puis l'impossibilité d'agir puisqu'il y aurait prescription. Et enfin, les violences sexuelles ont aussi des conséquences à très long terme sur la santé des victimes, ce qui nécessite une meilleure compréhension de leur état psychologique. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a des travaux qui ont été menés par Muriel Saloma, présidente de l'association Mémoire traumatique et victimologie. Ces travaux établissent que la parole des victimes est parfois déséquilibrée parce qu'elles commettent des imprécisions lorsqu'elles se confient. Selon elle aussi, on ne prend pas suffisamment en compte l'état post-traumatique dans lequel se trouvent les personnes agressées, qui fait qu'elles peuvent apparaître déconnectées de leurs émotions et elles ne vont pas susciter une certaine empathie. Pour conclure, je dirais que les violences sexistes et sexuelles couvrent un large spectre qui va du sexisme ordinaire en passant par les discriminations, par le harcèlement, ensuite l'agression sexuelle et le viol. Chaque étape nourrit la suivante et l'enjeu à travers la loi ou n'importe quel dispositif comme celui qu'on est en train de mener au sein du parti est de comprendre qu'aucune étape in fine n'est anodine ou sans conséquence sur la suite. Rachid Temal a dû vous expliquer tout le dispositif qui part de la formation jusqu'à la charte de bonne conduite, ensuite des référents en interne et une cellule d'écoute en externe pour favoriser la neutralité. Donc enfin pour ma part, au sein du parti, j'estime qu'il faut mettre fin à tous ces actes de harcèlement. On ne peut pas laisser la justice seule s'en occuper. Donc j'ai proposé d'inscrire dans nos statuts, puisqu'il y a une modification de statut, qu'un harcèlement avéré bien sûr soit un motif d'exclusion jugé par la commission des conflits. Mais immédiatement, avant que cette commission soit saisie, il y aura une suspension immédiate décidée par l'une de ces instances. Donc voilà, lutter contre les violences sexistes et sexuelles est bien sûr un devoir et une responsabilité. Et donc ce qui se passe actuellement, on doit le considérer comme une réelle opportunité pour pouvoir avancer et faire avancer les mentalités. Merci. Oui, merci beaucoup Rita Malouf. D'ailleurs, vous avez effleuré deux sujets essentiels sur lesquels je crois que Marie Dosé, vous aviez peut-être envie de réagir. Je vous ai vu hocher la tête, notamment sur la question de rendre imprescriptible ou pas
les crimes sexuels à l'égard des femmes, c'est une des revendications de notamment l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette question-là? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est souhaitable d'un point de vue judiciaire? Non, mais ça n'est ni souhaitable ni faisable. Enfin, l'imprescriptibilité de ce type de crime, c'est une catastrophe, mais c'est une catastrophe pour les victimes, pour la société en général, et puis pour surtout ce qu'on est en train de faire du judiciaire là. Je ne sais pas si on comprend vraiment. Venez participer, assister à 4 ou 5 procès aux assises par an, à Bobigny, vous en parliez tout à l'heure, et voyez à quel point tout cela est compliqué. Moi j'entendais madame indiquer tout à l'heure, mais en fait nous on est pour l'allongement de la prescription parce que si on peut réussir à faire condamner une personne, on aura réussi. Mais c'est ça la res publica, c'est ça l'intérêt général, c'est sacrifier des centaines de destins, de familles, d'affaires, de temps et de judiciaire parce qu'une personne pourra être condamnée sur toutes celles qu'on aura accusées. J'entends madame nous dire 30% des viols à Bobigny, vous vous rendez compte, c'est un scandale, sont correctionnalisés. Mais enfin, on ne peut pas correctionnaliser un viol à l'instruction sans le consentement de la partie civile. Si la partie civile ne consent pas à la correctionnalisation lors, je ne parlais pas de vos propos, je parlais des propos de ma voisine, lors de l'information judiciaire, le viol n'est pas correctionnalisé. Donc, chaque viol qui devient une agression sexuelle l'est parce que la partie civile l'a accepté. L'accusé, le mis en examen, n'a pas son mot à dire là-dessus. Donc, excusez-moi du peu, on dit un peu n'importe quoi, là, en tout cas sur ce point précis. J'ai des difficultés à comprendre, et je me dis encore une fois que la loi n'est pas là pour servir l'intérêt de la victime. La loi n'est pas là pour résoudre un problème sociétal. Nous avons déjà l'arsenal législatif, il suffit de l'appliquer et de lui donner les moyens d'être appliqué pour que, sincèrement, tous ces crimes puissent être punis. J'entends qu'il y a des problèmes de formation. Il n'y a pas de problème de formation des magistrats. Écoutez Guillaume Ballas, les magistrats sont très bien formés, ils n'ont pas les moyens. Les policiers pourraient être formés s'ils avaient les moyens. Donc il y a une problématique de moyens. Mais si vous rajoutez à chaque fois une loi, une imprescriptibilité sur un type de crime, un nouvel outrage sexiste, un délit qu'il va falloir verbaliser parce que finalement on a décidé qu'effectivement ça serait une contravention de 4e classe, quand est-ce qu'on s'arrête? Tout ça n'a plus de sens parce qu'on passe son temps à répondre à des exigences qui ne sont pas judiciaires et on les transforme en les judiciarisant. Je ne comprends pas. Moi je suis désolée, ça n'est pas, à mon avis, le but du législateur de dire nous allons augmenter la prescription parce que si sur des milliers d'affaires il y en a un qui pourra être puni, on aura gagné. Je comprends pas le sens général. Alors, je crois que d'emblée, Sandrine Rousseau, donc l'association Parler, voudrait réagir à ce qu'on vient d'entendre. Si on peut lui apporter un micro, voilà, merci. On vous écoute. À mon avis, je ne vais pas être tout à fait la seule à répondre et à réagir. Mais j'ai entendu des choses qui sont quand même, que j'ai du mal à entendre aujourd'hui dans cet hémicycle. Dans les choses que j'ai entendues et que j'ai du mal à entendre, la première chose, c'est qu'il y aurait 6 femmes sur 10 qui mentiraient au moment où elles déposaient plainte. Et vous dites ça juste après avoir parlé du cas à Génération. Il y a 5 études qui ont été faites extrêmement sérieuses sur les fausses dénonciations en matière de violences sexuelles. Les 5 concluent de manière unanime à ce qu'il y a autour de 6, en effet, femmes qui déposent des fausses plaintes, sauf que c'est 6 sur 100. Et c'est pas 6 sur 10. Et 6 sur 100, ça veut dire qu'il y en a 94 sur 100 qui, elles, déposent des plaintes qui ne sont pour que 10% d'entre elles retenues après par la justice. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai eu du mal à entendre, c'est de dire qu'il faut arrêter d'imaginer que les procès soient là en réparation des victimes. Mais qui pourrait dire à quelqu'un qui a subi une tentative de meurtre que le procès est là pour réparer sa tentative de meurtre? Quand il y a un procès pour tentative de meurtre, c'est pour écarter quelqu'un de dangereux pour la société et de le mettre de côté pour éviter qu'il ne reproduise un acte dangereux pour les citoyens de cet État. C'est exactement la même situation. Si la question, ça n'est pas la réparation des victimes, et dire ça, c'est quelque chose de condescendant vis-à-vis des victimes, pardon de le dire comme ça n'est pas une question de réparation des victimes, c'est une question que justice passe et que les personnes qui présentent un danger pour la société puissent être arrêtées dans leurs actes. Et vraiment, moi, les discours de la justice, de tous les représentants de la justice, je les entends, et en même temps, je les entends de manière...
quand je vous entends et quand j'entends des juges, etc., me dire que vous êtes extrêmement bien formés, quand j'entends et quand je lis des comptes rendus de procès, quand je vois qu'à l'École nationale de la magistrature, il y a une demi-journée de formation sur les traumatismes dédiés aux violences sexuelles, quand j'entends par ailleurs les professeurs dire oui mais l'école ne peut pas tout gérer, quand j'entends la justice dire la justice ne peut pas tout gérer, quand j'entends les médecins dire la médecine ne peut pas tout gérer et ça n'est pas à nous de demander aux personnes si elles ont été victimes de violences sexuelles quand elles sont anorexiques, bipolaires ou dépressives, je dis que là on se refile une patate chaude et qu'aujourd'hui ça n'est pas possible de ne pas entendre que les violences sexuelles sont le sujet de tous et de toutes et que justice ne passe pas aujourd'hui en France sur les violences sexuelles. Voilà, alors je vois déjà des bras se lever dans la salle, ils sont nombreux. Je vous laisse passer la parole au plus proche. Esther Benbassa. Oui, je vais dire un petit mot puisque j'ai passé quand même des semaines dans ce comité sur le viol sur les mineurs, donc qui s'est terminé. C'est vrai que nous avons rejeté la présomption de non-consentement, heureusement, parce que certains la voulaient à 15 ans surtout. On sait que les socialistes ont déposé un amendement pour 15 ans, tandis que, si je me trompe, vous me corrigerez, le Haut Conseil avait fixé ça à 13 ans. Mais le problème, c'est revenu sans arrêt, ce problème de l'imprescriptibilité. Écoutez, allongement des délais ou imprescriptibilité. D'un côté, les procureurs étaient quasiment tous contre, on a fait quand même 50 heures d'audition, ils étaient contre, mais l'effet du rapport Flavie-Flament aidant, et comme politiquement prolonger les délais de prescription est un argument politique, parce qu'il faut être dans l'air du temps, alors tout le monde était d'accord à 30 ans, et moi j'ai entendu des gens demander l'imprescriptibilité, donc un génocide au Rwanda serait égal, je ne veux pas faire des comparaisons, mais s'il n'y a pas de hiérarchie, on ne peut pas faire la justice. Moi je ne suis pas avocate, ni je suis une simple législatrice ou législateur, je ne sais pas encore, mais franchement, il faut un petit peu mettre les choses au point. Si dans une société il n'y a pas de hiérarchie, alors tout est possible. Moi j'ai entendu des demandes de peine de mort pour les viols contre les enfants. Il faut, bien sûr, il faut une refonte de la justice, mais toujours avec un peu de rationalité, parce qu'on ne va pas refondre sans arrêt la justice et judiciariser. Mais je crois que là, le sensationnel a pris le dessus. Et nous n'en sortirons pas. Parce que je me souviens encore de la loi harcèlement dont j'ai été là. À mon arrivée, j'avais été chef de file. La prescription, j'avais été chef de file. Maintenant, les mêmes qui ne voulaient même pas 20 ans, maintenant demandent 30 ans, à partir de la majorité. Donc, ça nous fait 30 plus 18, 48 ans. Alors, si vous avez des preuves en 48 ans, enfin, vous verrez. Mais en tout cas, je me pose des questions. Je n'ai pas une religion là-dessus, mais je me pose des questions. Ça se fait chaque événement sensationnel produit une loi. Lorsqu'on sait que Madame Schiappa, qui aujourd'hui n'est pas venue, mais qui avait envoyé une vidéo qui ne marchait pas, mais qu'on ne peut pas la voir, parce que WeTransfer est en panne. Nous sommes dans la grande modernité, mais on aurait bien aimé la voir ici. On crée un secrétariat à l'égalité femmes-hommes au lieu de créer un ministère, et quelqu'un a fait le décompte. Ces grandes sommes annoncées sont de 7 000 € de plus par rapport à l'année d'avant. Donc avec ça, quand même, arrêtons un petit peu de dire que le gouvernement fait des grandes réformes. Quand on fait le calcul, vraiment, le budget transversal, interministériel, c'est 9 000 €, 7 000 € de différence. Peut-être 9, 7 ou 9, je ne me souviens plus, mais j'ai lu ce chiffre. Vous
l'avez lu aussi. J'ai lu beaucoup de choses et je lis tous les jours beaucoup de choses. Ouais, Tout n'est pas forcément vrai. Oh oui, c'est fake news. Non, c'est pas juste de la fake news, mais c'est juste des informations. Après, on est sur un budget qui est un budget interministériel et qui est un budget transversal. L'information précise, c'est que le budget il est en augmentation de 115 millions. Ce que disait la jeune fille, je suis désolée, j'ai oublié son nom, de l'UNEF tout à l'heure, Cécilia. Voilà, qui est, en effet, et là je pense que là on est sur une information qui est plus véridique sur le fait qu'on est sur un rattrapage. Ensuite, le budget de l'égalité femmes-hommes, et c'est ce qui ressort aussi de ce qu'on entend depuis tout à l'heure, c'est pas quelque chose qui concerne uniquement le secrétariat de l'égalité entre les femmes et les hommes. Si vous prenez le budget de l'intérieur, si vous prenez le fonds de prévention contre la délinquance, on en a 30% qui est dédié à la prévention des violences contre les femmes et les hommes. Si on parle beaucoup depuis tout à l'heure de la police, de la sécurité. Hier, Gérard Collomb a lancé donc la police de sécurité quotidienne, et dans les éléments budgétaires qu'il a indiqués, qui reposent donc sur son ministère, il y a tout le volet formation. Non mais j'ai pas terminé ma phrase, qui repose sur son ministère justement, il y a tout le volet formation pour justement appréhender tous les éléments relatifs à l'outrage sexiste, tous les éléments pour pouvoir prendre plainte, savoir comment se comporter lorsqu'une victime vient se présenter justement en matière de viol. Tout cela repose sur le ministère de Gérard Collomb. Il a donné les chiffres hier. Je vous invite d'ailleurs toutes et tous à aller sur le site du ministère de l'Intérieur. Il y a une présentation PowerPoint avec le détail des chiffres, puis ça permet d'avoir les informations véridiques. Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions dans la salle. Des bras se lèvent. Oui, la jeune fille en marinière était inscrite. Bien sûr. Bonjour, merci pour vos contributions. Maître Dosé, c'est pour vous cette question. Vous avez pointé l'extrême difficulté qu'on a à faire effectivement condamner des accusés de viol. On sait, comme l'a dit Sandrine Rousseau, que quand on y va, on sait que probablement on va perdre, que ça va être extrêmement traumatisant, mais qu'il faut le faire pour qu'on ait posé nous notre pierre et que les prochaines éventuellement arrivent à faire condamner la personne. Et dans le même temps, vous vous opposez à une réforme judiciaire pour des raisons que vous expliquez. Ma question, c'est du coup, qu'est-ce que vous recommanderiez pour faire vraiment augmenter le taux finalement des condamnations, des victoires, pour qu'on n'ait pas à vivre ces traumatismes-là, ces procès qui mènent à rien en fait? Qu'est-ce que vous recommanderiez concrètement, peut-être dans la manière dont on approche les cas, je sais pas, mais pour qu'on n'ait pas à vivre ça en fait? D'abord, ces procès ils mènent jamais à rien, c'est pas vrai. Ça se passe pas tout à fait comme ça. Ensuite, je pense qu'il faut toujours avoir en tête que la vérité, c'est pas la vérité judiciaire, et que la vérité judiciaire, c'est pas la vérité. C'est-à-dire que quand j'entends tout à l'heure, en fait, les violeurs bénéficient presque toujours d'une totale impunité puisqu'il y a tant de classements sans suite, il y a un vrai problème dans cette phrase. Si c'est classé sans suite, c'est peut-être aussi parce qu'il y a des innocents dedans. On ne peut pas aujourd'hui dire ils bénéficient de l'impunité puisque c'est classé sans suite, où il y a des relax, où il y a des acquittements. Non, il faut savoir quand on met les pieds dans le judiciaire où on va. Et il y a des gens qui sont accusés à tort, il y a des gens qui sont relaxés parce qu'ils sont innocents, il y a des gens qui bénéficient d'une décision de classement sans suite parce qu'ils sont innocents. Ce ne sont pas des violeurs qui bénéficient de l'impunité. Par rapport à votre question, je peux vous assurer que dans certains des procès où la parole de la partie civile est mal ou pas entendue, il existe malgré tout une façon de faire œuvre de justice. Mais ça appartient aussi aux avocats, la façon dont on plaide. On peut défendre un accusé, on peut plaider la relaxe sans jamais faire de mal à la partie civile. La question, c'est pas « vous avez menti, donc il est innocent ». La question, c'est « il n'y a pas assez de preuves dans ce dossier parce que le temps a passé ». Parce que notre état de droit, sa beauté, c'est de faire bénéficier à celui qui est accusé la présomption d'innocence, sinon on tombe dans l'arbitraire, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas été agressé. Ça veut dire que la justice ne peut pas vous donner raison parce que si elle vous donne raison, elle perd cette qualité d'état de droit. Encore une fois, la vérité judiciaire, c'est pas la vérité, c'est pour ça qu'on ne pourra pas tout résoudre par la juridiction et que faire œuvre de justice, c'est pas toujours faire œuvre de vérité par rapport à ceux qui ont vécu ou pas ce qui s'est passé. C'est tout. En fait, c'est ça.
Je me permets d'intervenir, mais peut-être qu'une des pistes qui pourrait s'avérer intéressante serait de développer davantage les bureaux d'aide aux victimes dans les tribunaux, par exemple, pour un accompagnement peut-être plus personnalisé et pour un soutien pendant cette épreuve, qu'elle mène ou non à une condamnation. Je vais aller beaucoup plus loin. Je suis très en colère contre beaucoup de mes confrères de partie civile. Ils le savent, je l'ai déjà dit publiquement, et puis j'espère un jour répondre de tout ça dans le Conseil de l'Ordre, volontiers. Je crois qu'on est aussi là face à des confrères qui, à un moment donné, ont instrumentalisé les parties civiles. Et que cette ultra-médiatisation parfois de la douleur de leurs clientes, la façon dont ils mettent en scène médiatiquement le jour du procès, ce qu'elles ont vécu, leur font perdre un peu la notion de ce qu'elles sont en train de subir judiciairement et du risque judiciaire qui engendre nécessairement n'importe quel procès. Donc il y a aussi un travail du côté de mes confrères de la partie civile de plus de réserve, moins de médias, plus d'accompagnement, non pas psychologique mais judiciaire. Ne jamais dire à la victime vous allez voir ce que vous allez voir, toujours lui dire encore une fois la vérité judiciaire c'est pas la vérité. La beauté de votre démarche c'est de prendre un risque, mais n'oubliez jamais que c'est prendre un risque. Et je peux vous assurer que quand on arrive à accompagner ces personnes-là, parfois, même lorsque la personne est acquittée, à la fin du procès, il y en a un qui baisse les yeux, c'est celui qui est acquitté. Et c'est pas la partie civile, ça existe. Mais il ne faut pas mélanger les registres et les genres, c'est tout. Il y a d'autres questions. Je voudrais peut-être juste rajouter quelque chose, parce que je suis désolée, confuse, mais il faut que je parte. Mais de l'ensemble des interventions que j'ai entendues, je pense qu'il y a un vrai sujet de prise en compte de la victime, en effet. Et ça, c'est pas forcément de l'ordre législatif. Et c'est vrai que lorsqu'on est victime d'une agression, aujourd'hui, tout notre mécanisme, toute notre procédure, qui fait que on va devoir répéter cette histoire encore et encore durant les différentes dépositions, c'est aussi quelque chose qui doit évoluer. Et moi, je suis à ce sens particulièrement sensible à la proposition qui est faite aujourd'hui par le président de la République de pouvoir partir déjà de cette première déposition qui peut être faite même directement lors de la première prise en charge à l'hôpital et de laisser cette possibilité ou non à la victime de venir ensuite la compléter dans un cadre judiciaire. Mais si elle considère avoir raconté son histoire auprès d'un médecin, auprès d'une psychologue, et de l'avoir dit avec suffisamment de clarté, et ne pas vouloir revenir sur ces faits devant un OPJ, eh bien c'est quelque chose qu'on doit aussi pouvoir considérer. Donc ça fait partie des éléments qui feront partie, je ne sais pas d'ailleurs si ça fera partie de la réforme de la procédure pénale ou pas, mais en tout cas c'est tout comme la possibilité de pouvoir prédéposer une plainte en ligne. C'est aussi des éléments qui permettent, je pense aussi, de multiplier peut-être le nombre de plaintes, parce que c'est des éléments qui permettent de pouvoir poser ses propres mots d'abord avant d'entrer dans un cadre judiciaire. Je vous remercie pour votre accueil et je vous laisse continuer le débat. Oui, merci à vous d'être intervenu. On va peut-être prendre encore une ou deux petites questions rapides dans la... Ah, d'accord. Alors, la parole est donc à Guillaume Ballas qui l'a réclamé depuis quelques temps. Soit parti, parce que je voulais dire deux choses. La première, je ne dis pas qu'il y a 6 cas sur 10 aujourd'hui de personnes qui portent plainte qui sont faux. Je dis que le témoignage, moi, que j'ai des policiers qui s'occupent d'une affaire concrète, c'est celui-là. C'est une statistique globale. Et ce que je veux dire, c'est que à partir de là, on voit bien, et surtout, je veux dire, clarifie bien une chose, et je ne faisais pas référence à l'affaire Cuzot sur le sujet, c'est que, et d'ailleurs c'est pour ça que je veux interroger Maître Dezé là-dessus, c'est que le port de plainte est un acte qui est un acte extrêmement difficile, et quand il a lieu, de fait, il y a une attente qui est extrêmement forte de la part notamment des victimes potentielles. Et à partir de ce moment-là, le risque qu'il y a, c'est que s'il n'y a pas aujourd'hui, je ne dis pas que forcément ce qui est proposé dans le projet de loi correspond, mais s'il n'y a pas aujourd'hui les outils juridiques pour cela, le risque qu'il y a, et moi je le vois concrètement, c'est-à-dire j'ai des témoignages de ça, notamment dans mon mouvement ou de militantes qui sont, je veux dire, autour de ce mouvement, c'est de dire mais finalement nous n'allons pas porter plainte. Parce que justement nous pensons qu'il n'y a pas les instruments juridiques aujourd'hui pour la condamnation, et donc qu'est-ce qui se passe? C'est le truc médiatique. C'est-à-dire qu'en gros, on va trouver un ou deux journalistes, d'accord, pour faire sortir le truc par le biais médiatique. Et se suffire de ça d'une certaine manière. Or,
et ça c'est un point qui est extrêmement important, le rôle aujourd'hui que jouent les médias sur ces sujets est extrêmement ambigu. S'il n'y avait pas eu les médias, sans doute qu'il n'y aurait pas, je vais dire, les évolutions aujourd'hui dont nous avons absolument besoin dans la prise de conscience globale sur le sujet. Et en même temps, on voit bien que la médiatisation des affaires met parfois en danger les victimes elles-mêmes. Qui n'avaient absolument pas attendu de voir soit leur nom, soit leur profession, soit leur activité étalée dans la presse, et donc de les mettre en danger, alors que justement, elles avaient porté plainte sans le crier dans la presse, parce qu'elles souhaitaient avoir un parcours, j'allais dire, normal sur ce sujet, et d'être aussi protégées dans leur, dans leur anonymat, au moins pour un temps. Et c'est pour ça qu'il y a quand même une question qui se pose là. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque, donc c'est une question finalement, est-ce qu'il n'y a pas un risque aujourd'hui à dire il ne faut pas tout attendre de la justice, et c'est juste, et tout ce que vous avez dit est juste, la justice n'est pas forcément la vérité, la justice n'est pas forcément réparation, tout ça est juste, mais n'y a-t-il pas un risque aujourd'hui en disant attention, n'attendons pas tout de la justice, qu'il y ait finalement un découragement par rapport au port de plainte? Marie Dosé, si vous voulez lui répondre. Non mais, qu'il y ait une vraie défaillance de confiance entre les citoyens et l'institution judiciaire, c'est clair. Mais je crois aussi que c'est parce qu'on l'a trop instrumentalisée, cette justice. Je crois que c'est parce qu'on l'a mal expliquée. Je crois parce qu'elle est absente dans l'éducation. Elle n'existe pas à l'école, ou si peu, ni dans les collèges, ni dans les lycées, qu'on la comprend pas et qu'on la connaît pas. Et qu'à partir de là, tout ce qu'on connaît mal, on est dans la défiance. Et il est vrai qu'il y a une crise de confiance entre les justiciables et l'institution judiciaire. Et je vais jusqu'à dire, parfois c'est pas juste, c'est injuste. Moi j'ai vu des policiers recueillir la parole des victimes avec énormément de tact, énormément de temps. J'ai vu des policiers rester jusqu'à 3h du matin et accompagner la personne, la laisser prendre son temps, ça existe ça. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il manque une assurance d'être forcément bien reçu. Et comme on ne connaît pas la justice, comme on ne connaît pas ce passage-là, on n'a pas été familiarisé à ça, personne n'a fait œuvre de pédagogie face à la justice et son justiciable, et à partir de là, on recule. Et ça peut paraître plus simple, effectivement, d'aller balancer un porc avec un hashtag. En tout cas, c'est un réflexe qui fait finalement du bien à celle qui a pu vivre quelque chose, et on s'arrêtera là, c'est dommage. Mais encore une fois, il y a la question des moyens, c'est vrai, mais il y a aussi la question de l'éducation. Le justiciable se défie de l'institution judiciaire parce qu'il ne le connaît pas ou parce qu'il connaît mal. Et ça, c'est dommage. Alors, je vois un micro dressé dans la salle, deux même. Madame, on vous écoute. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les victimes. Je pense qu'une victime, quand elle perd un procès, c'est-à-dire quand l'agresseur qu'elle a dénoncé n'est pas condamné, à partir du moment où on lui explique les raisons d'un acquittement ou d'une relaxe, peut parfaitement le comprendre et l'accepter. Ça, je souscris totalement à ce que vous disiez, à condition qu'il y ait cet accompagnement. Là où je voudrais réagir, c'est sur votre analyse de la correctionnalisation, parce que c'est un vrai sujet en France. Quand vous dites que c'est toujours avec l'accord de la victime, c'est faux. C'est-à-dire que le code de procédure pénale dit oui, il faut l'accord de la victime recueilli, etc. Quand une juge d'instruction ou un juge d'instruction dit à l'avocate de la victime, c'est soit une ordonnance de non-lieu, c'est-à-dire je ne poursuis pas, soit une correctionnalisation, on ne peut pas parler d'accord de la victime. Et d'ailleurs, souvent, l'avocat ou l'avocate va lui dire, écoutez, on est bien obligé d'accepter. J'appelle pas ça un accord, j'appelle ça une contrainte qui est exercée contre la victime pour l'obliger à accepter une correctionnalisation. Ensuite, il y a les avocats ou avocates qui n'informent même pas des tenants et des aboutissants sur l'implication d'une correctionnalisation en termes de prescription, en termes de condamnation différente, en termes de dommages et intérêts différents, en termes de prise en charge juridique différente, au titre de l'aide juridictionnelle par exemple, puisque l'aide juridictionnelle est prise en charge pour les victimes de viol, pas pour les victimes d'agression sexuelle. Enfin, il y a beaucoup d'éléments où les avocats ne vont pas prendre le temps pour expliquer. Vous allez me dire, c'est la faute de la victime si elle n'a pas un bon avocat ou une bonne avocate. Mais le fait est que nombre de victimes, il y a un site internet ou sur la correctionnalisation où les victimes expliquent à quel point elles n'ont pas choisi et accepté leur correctionnalisation. Et moi, pour avoir travaillé longtemps en association et avoir toujours lutté contre la correctionnalisation, on voyait qu'on se battait
contre les avocats des victimes. Par ailleurs, y compris du côté des magistrats, les magistrats le disent, de toute façon, on n'a pas le choix, on doit correctionnaliser, puisque les cours d'assises ne peuvent pas accueillir tous les viols. Donc c'est aussi une stratégie judiciaire qui est liée au défaut de moyens de la justice. On ne peut pas traiter les viols en cour d'assises aujourd'hui, c'est une question de moyens, enfin il faut le dire aussi, on ne peut pas dire que correctionnalisation c'est la panacée. Sur la prescription, je ne vais pas tenir parce qu'il faudrait passer une après-midi dessus pour réfléchir sérieusement à la prescription. Certains pays n'ont pas de prescription du tout pour les infractions contre les personnes. Il faut y réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on serait plus intelligent que les autres? Si le Canada n'a pas de prescription contre les personnes, je trouve que ça interroge. Et bon, voilà, donc je pose la question. Et puis sur la loi, pour répondre à la question, est-ce qu'il faut changer la loi? Là aussi, je vais être très très courte. Je regrette que le gouvernement ne se donne pas le temps de réfléchir à une loi globale. C'est pas en 4 mois qu'on peut réfléchir sérieusement à une loi quand on voit qu'il y a des critiques féministes depuis 15 ans, depuis la loi de 80 donc sur le viol, depuis les lois sur le harcèlement sexuel. Voilà, c'est pas sérieux, c'est pas des mesurettes, c'est pas des patchwork qu'on pose sur un problème qui est beaucoup plus général. Alors, sur la correctionnalisation, je vais répondre avec précision parce que votre propos est très très intéressant. D'abord, les gens n'ont... C'est pas que les victimes ne savent pas choisir leurs avocats, c'est que les avocats sont mauvais. Moi, en 17 ans, ça fait 17 ans que je fais ce métier. Je sais pas, je compte pas le nombre de personnes que j'ai défendues, mis en examen pour viol, pour agression sexuelle ou de victimes, je vais pas compter. Jamais un magistrat, instructeur, jamais n'a dit à une victime que j'ai défendue ou à un mis en examen indirectement, c'est soit un non-lieu, soit une correctionnalisation. Jamais. Donc ça, quand ça existe, non, c'est parce que l'auxiliaire de justice, qui est l'avocat de la partie civile ou du mis en examen, laisse le dire. Pourquoi est-ce qu'un magistrat instructeur parle comme ça? Parce que il dit, en gros, si je rends une ordonnance de mise en accusation, il y a un risque d'acquittement. Il y a moins de risque de relax si je rends une ordonnance de renvoi. C'est ça aussi, et on le sait notamment dans les affaires pour viol. Maintenant, bien évidemment, la correctionnalisation, elle sert à désengorger les cours d'assises. Et c'est un vrai problème de moyens. Mais soyons honnêtes, il y a aussi des victimes qui n'en peuvent plus et qui savent pertinemment que si la personne mise en examen est libre, elle va devoir attendre 2 ans et demi son procès devant la cour d'assises. Que si le mis en examen est détenu en détention provisoire, elle va devoir attendre 1 an, voire 1 an et demi son procès devant la cour d'assises. Alors que si c'est correctionnalisé, dans 3 ou 4 mois après l'ordonnance de renvoi, cette affaire est terminée et ce mis en examen devenu prévenu est jugé. Donc il y a plein de facteurs. Il est vrai, et la loi le dit, la correctionnalisation ne se fait pas contre la partie civile. Il est vrai que ce n'est pas, on appelle ça une correctionnalisation d'opportunité. Les actes sont des viols, puisque ce sont des actes de pénétration, mais je vais même vous dire, moi, avocat des mises en examen, j'ai le droit de faire appel d'une ordonnance de correctionnalisation. Et je le fais, je l'ai déjà fait 3 fois. C'est terrible, hein? Je suis contre la correctionnalisation, je veux aller devant la cour d'assises. Parce que, effectivement, et je rejoins ce que dit le juge d'instruction, pour moi, cet homme est innocent, il n'est pas question de correctionnaliser. Il est accusé d'un viol, on va aller devant la cour d'assises, je plaiderai l'acquittement, mais on ne va pas tricher sur la qualification pour finalement rendre une justice qui va faire à peu près plaisir à tout le monde, mais qui, de toute façon, va priver l'œuvre de justice de sa noblesse. Donc il m'arrive même en défense, moi, de dire non, pas de correctionnalisation. Donc c'est très très compliqué tout ça. Merci à tous pour vos interventions. Je suis désolée, je crois qu'on va devoir s'arrêter là, sous peine de perdre une partie de l'assistance en cours de route. Voilà, merci d'être intervenus. Merci à tous. Je cède la parole donc à Esther Benbassa pour un petit message de clôture. On vous écoute. Ah bah voilà. Oui, alors déjà merci à tous d'être encore là malgré le temps. Merci à Estelle Benbassa de nous avoir accueillis. Bon, cette journée a été assez riche hein, depuis ce matin du constat, de l'électrochoc qui a entraîné l'affaire Weinstein, puisque les scandales qui avaient émergé avant l'affaire Weinstein, je parle de l'affaire Boupin, Strauss-Kahn, n'avaient absolument pas
donner cette prise de conscience collective qu'on a vu se développer dans les mois qui ont suivi sur les réseaux sociaux. Et effectivement, ce type de débat, comme la prise en charge par le gouvernement aussi, au travers de la volonté de légiférer, mais par les partis politiques, au travers de la volonté de mettre en place des formations, des sanctions internes, de tout ce qu'on voit au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement français, qui était encore très très loin d'égaler ce que faisait le Parlement européen déjà en la matière, suite déjà à un scandale d'ailleurs, qui portait beaucoup plus à conséquence, puisque le multiculturalisme européen fait que toute chose a une portée beaucoup plus forte. Donc, tout ça fait que on se retrouve à faire des débats, donc à faire avancer les choses, et on voit tous les problèmes que ça peut poser. Alors, un certain nombre ont été identifiés aujourd'hui. On part de très loin, y compris dans les partis politiques, y compris dans les institutions, mais ça avance. Il y a eu beaucoup de poussées. Je pense que deux choses aussi ont marqué, c'est le manque de transparence qu'il y a sur tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé ces dernières années vis-à-vis des femmes. Enfin, ces dernières années, c'est depuis des dizaines d'années, mais aujourd'hui encore, on manque de transparence, on manque de chiffres, on manque d'éléments. On manque de formation dans la plupart de nos institutions, que ce soit à l'école, que ce soit dans la société, que ce soit dans la police, dans la justice et dans les institutions au niveau des élus. Et on manque de moyens. On manque de moyens, ça a été dit à plusieurs reprises, on manque de moyens sur cette thématique particulière pour éduquer les jeunes, pour éduquer les jeunes sur les possibilités de la justice s'il leur arrive aussi quelque chose, pour éduquer les jeunes sur la nécessité d'éviter la culture machiste et de respecter l'autre. On manque de moyens dans les associations pour aider les victimes. Donc voilà, on est face à ce problème, mais il y a un grand point positif, c'est que cette prise de conscience, elle est en train de se faire. Et ça, c'est un grand bond en avant, parce que pendant très longtemps, on est resté vraiment très très immobile sur ces questions. Merci. Écoutez, Madame Roland a tout dit. Moi, je ferai un tout petit résumé chronologique presque. Ce matin, on a beaucoup parlé des violences sexistes, et cet après-midi, on est passé dans les violences sexuelles. Bien sûr, il faut séparer les deux. Néanmoins, nous avons vu que, d'après ce que nos intervenantes et intervenants ont dit, que la politique est un monde fait par les hommes, pour les hommes, avec des codes très masculins, et que même les haut-parleurs sont réglés suivant la voix des hommes. Donc, quand vous avez une petite voix fluette, elle disparaît, mais enfin, ce n'est pas une anecdote. Nous avons parlé aussi de la sororité qu'il faudrait créer, parce que si nous sommes privés de parole, si nous sommes privés parfois de pouvoir, c'est aussi lié à notre histoire en politique. Deux auteurs nous ont fait l'historique de la place des femmes en politique, et on a bien vu que les premières élues sont de 1925. Donc nous n'avons pas une longue histoire, et cela bien sûr fait de nous encore des pionnières, et que pour cela il faudrait aussi qu'on ait l'appui de nos sœurs politiciennes, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, ensemble ne pas céder à certaines pressions, être ensemble, être solidaires, et cela, je ne crois pas que ce sera possible demain. Toutefois, je crois qu'il y a des pas qui sont faits. Nous avons de plus en plus de femmes. Je crois que, si ma mémoire est bonne, il y a 43% de femmes au Parlement européen, ce qui est très élevé. Au Sénat, on est à 29%, et je crois qu'on est autour de 40% à l'Assemblée. Donc, oui, à peu près ça. 38 ? Oh oui, bon, 38 alors. Donc, vous voyez, mon optimisme perdra. Et l'après-midi, nous sommes passés sur des questions un peu
plus grave. Nous avons entendu les propos de différents représentants politiques. Ce qui ressort quand même, si on voudrait résumer tout cela, le manque de moyens. Le manque de moyens aussi bien à la police que dans la justice, un peu partout. Nous avons, enfin c'est pas nouveau, donc c'est pas là que nous changerons les choses immédiatement. Et en même temps, on a aussi parlé du rôle de l'école. Je suis une enseignante, une vieille enseignante, depuis plus de 40 ans. Je me dis qu'on ne peut pas tout demander à l'école. Ça, c'est évident. On demande tout. Tout ce qui ne va pas, il faut commencer par l'école. Et alors, nos enfants, petits-enfants, resteraient à l'école 14 heures par jour pour apprendre tout, ou 12 heures, ou 10 heures. C'est vrai que d'abord, il faut commencer par changer les livres scolaires. En Norvège, par exemple, on enseigne la sexualité, les orientations sexuelles d'une manière non voyeuriste, et les enfants, dès leur jeune âge, commencent à apprendre les bases d'une sexualité plus égalitaire que celle qui se déroule plus tard dans la vie, et c'est là qu'ils apprennent. Les livres sont très importants. Chez nous, quand on a fait le ABCD, ça a été le scandale. On introduisait l'étude du genre à l'école. Franchement, l'étude du genre en Amérique se fait depuis, je sais pas, depuis des années, et dans les pays scandinaves, ce n'est absolument pas nouveau. Alors, bien sûr, l'aile conservatrice de mon pays n'a pas pu supporter cette petite introduction à l'école d'une certaine modernité sur la question. Cet après-midi, nous avons fini avec la judiciarisation, qui est le point, je dirais, le dur de la question. Moi, je vais vous dire, moi, j'étais d'accord avec Mme Dosé. Voilà. Je partageais ces points de vue. Ici, ma collaboratrice, qui est fan aussi de Mme Dosé, alors elle m'a dit, voilà, hein, elle pense comme nous. Alors, on n'est pas obligé de penser comme elle. Tous de penser comme elle, mais pensons quand même à l'excessive judiciarisation. Pas seulement sur cette question. Vous voyez bien ce qui se passe aux États-Unis. L'extrême judiciarisation fragilise la citoyenne et le citoyen qui exerce tel ou tel métier. Alors arrêtons et réfléchissons un peu. Et au lieu de faire beaucoup de déclarations pour la presse, que les budgets augmentent et qu'on œuvre pour l'égalité femmes et hommes, essayons plutôt de développer la formation, la réflexion, la discussion et le dialogue. Nous pouvons ensemble, avec les hommes, faire aussi avancer cette question. Alors sur ce, je vais vous dire que pour moi c'était une journée très positive parce que j'ai appris plein de choses, et je voudrais remercier la coordinatrice de ce forum long et fastidieux, ma juriste Marie Sanson, qui est là. Voilà, elle vous a appelé sans arrêt, vous a envoyé des mails, elle vous a pouponné, et puis, enfin, elle a fait la partie intellectuelle aussi du colloque. Vincent, qui est là toujours à votre service, toujours courtois. Sabrina, qui est arrivée dans notre cabinet depuis peu, et Antoine, que nous essayons de ne pas exploiter trop, mais qui est notre stagiaire qui vient d'arriver depuis moins d'un mois. Voilà. Alors, merci à vous avec ce temps d'être venu jusque-là. Il y a de la neige dehors. Allez, jouez au revoir.